Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Zoom sur le Benelux, qu'il s'agit de la situation sanitaire et économique donc dans cette zone de 3 pays, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ce webinaire est co-organisé par les trois CCI présentes donc dans les 3 pays et je voudrais tout d'abord remercier nos 3 intervenants de la part de la directrice de la Belgique, Anne-Christine Genouville, la directrice au Luxembourg, Alexandra Benel, et moi-même, je suis directrice de la CCI aux Pays-Bas, Sylvie Kranen. Et on a donc 3 intervenants. On a un bonus, une invitée spéciale qui s'est ajoutée à nous. Tout d'abord, merci beaucoup Claire Monet d'avoir accepté notre invitation. Claire, vous êtes la chef du service économique régional. Vous êtes basée à La Haye. Et puis, Aude Robin-Mitreski, bienvenue. Vous êtes la chef économique et vous êtes du département pour la Belgique et le Luxembourg. Bienvenue. Et puis, notre bonus, c'est Monsieur Alain de Muser. Et Monsieur de Muser, vous êtes le secrétaire général de l'Union Benelux. Et vous allez tout après nous raconter un peu plus sur ce qu'est l'Union Benelux. Donc, nos 3 intervenants sont des diplomates avec beaucoup d'expérience à l'international. Et aujourd'hui, ils sont avec nous, donc on en est fiers. On a un programme assez cherché, donc je ne vais pas tarder à donner la parole à notre première intervenante, Claire Monet. Mais pas avant de vous dire que si vous avez des questions, elles peuvent être posées dans le chat et on va revenir après chaque section aux questions. Donc, n'hésitez pas déjà à les poser dans le chat et on en revient plus tard. Mettez-vous sur mute si vous n'êtes pas un intervenant, comme ça on entend tous bien celle ou celui qui présente. Et il me reste donc à donner la parole à Claire Monet et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, merci Sylvie, Anne-Christine, Alexandra pour cette opportunité qui nous est donnée de vous présenter la situation dans les pays du Benelux. Je commence sans plus tarder puisqu'on a quand même beaucoup de choses à vous dire avec Aude. Je vous propose de passer un peu plus rapidement peut-être sur la situation sanitaire pour se laisser un peu plus de temps sur la situation économique et en matière de relance qui, je pense, vous intéresse un peu plus, vous en tant qu'entreprise, chef d'entreprise. Alors, peut-être Sylvie, tu peux passer directement à la slide 3. Donc en fait, ce qu'on vous propose avec Aude, c'est de faire une présentation un petit peu autour de 3 grands sujets. Donc la situation sanitaire, la situation macroéconomique, on va dire, au point T où on en est actuellement, la situation macroéconomique, et puis quelles sont les perspectives de relance dans une 3e partie. Donc on alternera nos interventions et vous laisserons l'opportunité de poser vos questions ou d'y répondre pour celles qui seront arrivées dans le chat à la fin un petit peu de chaque grande sous-partie. Alors pour la situation sanitaire, donc vous voyez en fait sur les courbes, donc à gauche on a l'évolution du nombre de cas dépistés par quinzaine et à droite on a l'évolution de la population vaccinée. Donc attention, c'est première et deuxième dose confondues parce que les stats varient un peu si on regarde les personnes qui ont reçu par exemple 2 doses ou une seule dose. On voit bien que la deuxième vague a commencé en même temps dans les 3 pays avec une fin de cette deuxième vague à peu près à la même période. Par contre, on voit que notre 3e vague, dans laquelle on se trouve encore actuellement, elle a eu des évolutions un peu variées en fonction des 3 pays du Benelux. Et donc pour les Pays-Bas, en fait, elle est peut-être un peu plus longue que dans les autres pays, notamment ce qui a conduit le gouvernement à repousser quelque peu les étapes du déconfinement tel qu'il l'avait prévu. Alors en fait, ici aux Pays-Bas, ce qui reste inquiétant, c'est notamment le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux. Donc il y a 15 jours, on était quand même encore à une proportion de plus de 67 pour les patients Covid, dans les hôpitaux et c'était source d'inquiétude pour le personnel de santé puisque donc ça a obligé certains établissements à reprogrammer, les soins qui étaient prévus.
On a aussi un taux de reproduction R qui est toujours légèrement supérieur à 1, donc avec un virus qui continue à se propager. Et puis surtout donc, je pense, Sylvie, si tu peux mettre la slide suivante. Voilà, donc et surtout en fait, on voit que, si, l'effet de la vaccination est marqué sur la population des personnes âgées de 80 ans et plus, puisque on voit très bien, donc c'est la fin en fait du graphe, à l'extrémité droite du graphe de gauche. On voit très bien que, le nombre de patients hospitalisés dans cette tranche d'âge a fortement diminué, ce qui montre bien l'effet de la vaccination. En revanche, la source d'inquiétude, elle est plutôt chez les jeunes. D'une part parce qu'on voit que le nombre de contaminations est toujours en progression sans diminution, dans la tranche des, 18-24 ans, donc ça c'est le graphe de gauche et parallèlement également inquiétude parce qu'on a, un taux d'admission à l'hôpital dans la tranche d'âge des 40 à 59 ans, qui est en forte augmentation. Donc voilà les sources, d'inquiétude actuellement aux Pays-Bas. Pour l'instant avec, je dirais un degré de vaccination qui reste, satisfaisant. C'était le graphe de la slide précédente, donc vous avez vu que les 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 courbes comparées sont à peu près toutes, elles suivent à peu près toutes la même trajectoire. Donc aux Pays-Bas, on a, 23, un peu plus de 23 de la population qui est vaccinée, c'est-à-dire si on combine à la fois la première et la deuxième dose et si on regarde en fait plus précisément, il y a un quart de la population, donc 25 qui a reçu une dose et 5 qui est, je dirais, totalement vacciné avec les 2 doses pour les vaccins qui nécessitent, 2 injections. Donc, malgré cette progression, pardon, de la vaccination qui est satisfaisante aux Pays-Bas, donc on a quand même ces sources d'inquiétude. Alors, je crois comprendre que les derniers chiffres, de la semaine dernière sont un peu plus positifs, donc ce qui laisse quand même, des encouragements pour passer aux étapes suivantes du déconfinement. Alors, pour information, dans la présentation, on les détaillera pas, mais on vous les a mis pour information. On a mis, les plans, de déconfinement des 3 pays pour que vous voyez un petit peu vers quoi on s'oriente en termes de mesures sanitaires, dans les pays de la zone. Pour les Pays-Bas, donc en fait, fin avril, malgré une évolution qui était, pas nécessairement favorable aux Pays-Bas, le Premier ministre a quand même décidé de prendre un risque, qu'il a qualifié de calculé on va dire, en attaquant la 1re étape du déconfinement, c'est-à-dire donc après la suppression du couvre-feu, donc le 28 avril, les terrasses des cafés et restaurants ont eu l'autorisation d'ouvrir entre 12 h et 18 h seulement et ont été autorisés avec des jauges et des précautions sanitaires évidemment, la réouverture des magasins non essentiels donc puisque jusqu'au 28 avril, ce n'était pas le cas. Ils étaient, fermés ou ne pouvaient, recevoir des personnes en fait que sur rendez-vous ou pratiquer le click and collect. Alors comme je le disais, comme la situation n'est pas d'une évolution extrêmement favorable, eh bien la deuxième étape du déconfinement qui était prévue pour le 11 mai est pour l'instant repoussée et donc demain le Premier ministre fera des annonces pour pouvoir, confirmer ou non si cette deuxième étape peut finalement être mise en place à compter du 18 mai ou non. Alors, je voulais aussi vous signaler peut-être, 2 autres choses qui me paraissent intéressantes pour vous, qui êtes des chefs d'entreprise. Ce sont les discussions en cours ici aux Pays-Bas, à la fois sur le passeport sanitaire et un projet de quarantaine obligatoire, les deux sujets étant, en quelque sorte liés. Alors, d'abord, cette semaine, le parlement néerlandais va étudier le projet de quarantaine obligatoire proposé par le gouvernement. Alors à ce stade, c'est difficile de dire comment le projet de loi va évoluer, mais on en est à un projet donc de quarantaine obligatoire qui ne le serait que pour des personnes qui seraient en provenance de pays dont le taux d'incidence dépasserait un certain seuil. Donc si vous venez d'un pays en dessous, vous n'avez pas la quarantaine obligatoire à respecter. Si vous venez d'un pays au-dessus de ce seuil, vous avez cette quarantaine, obligatoire à respecter avec, des possibilités de sanctions, d'amende et donc ça veut dire
possibilité de contrôle, même si on sait que les contrôles ne seront pas exhaustifs. En fait, cette quarantaine obligatoire, sa raison d'être est plutôt de pousser les gens à la respecter un peu plus, alors qu'a priori, on sait que seulement 40 des personnes qui retournent aux Pays-Bas après un séjour, en dehors des Pays-Bas la respectent, ce qui est quand même assez faible au vu des mesures sanitaires en vigueur. Les Pays-Bas aussi donc ont pris position sur, le passeport vaccinal. Donc attention, passeport vaccinal et passeport sanitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc à ce stade, les Pays-Bas réfléchissent à la réouverture de leur économie en ayant, mis en place d'ores et déjà pour des feed labs, donc en fait, c'est des tests, réalisés grandeur nature. Donc ils ont mis en place une application qui s'appelle Corona Check et qui permet en fait d'émettre une espèce de petit feu vert, donc un certificat vert, donc possibilité de participer à ces événements si vous avez un test PCR négatif, si vous êtes guéri d'un cas de Covid précédent, et alors la possibilité de éventuellement à générer ce petit certificat vert si vous êtes vacciné est prévu comme possibilité dans l'application, mais n'est pas retenu à ce stade par les autorités irlandaises qui considèrent qu'il faut d'abord être sûr que les conditions de la mise en place de ce passeport vaccinal soient réunies. Donc à savoir qu'une part suffisamment importante de la population soit vaccinée pour ne pas générer de discrimination. Et deuxièmement, qu'on ait suffisamment de certitude scientifique sur le fait que lorsqu'on est vacciné, on ne propage pas le virus, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de certitude scientifique, ou en tout cas, il y a encore des débats médicaux sur le sujet. Sachant que lorsque les conditions seront réunies, bien évidemment, cet éventuel passeport vaccinal pourra être intégré aussi dans la stratégie néerlandaise d'accès à un certain nombre d'événements et notamment pourrait dispenser, et c'est le lien avec mon point précédent, de la quarantaine obligatoire que souhaite mettre en place le gouvernement néerlandais. Donc à ce stade, elle est toujours en débat, elle n'est pas en vigueur. Et ce que je voulais dire pour vous qui êtes peut-être amenés à voyager d'un pays à l'autre à l'intérieur de la zone, c'est que les mêmes règles qu'actuellement devraient s'appliquer à la quarantaine obligatoire, à savoir que si vous séjournez pour des raisons professionnelles et de moins de 12 heures dans le pays, évidemment, vous n'y êtes pas soumis. Donc je cède la parole à Aude pour donc la présentation de la situation sanitaire en Belgique et au Luxembourg. Oui, merci Claire. Je vais rebondir très rapidement sur le sujet que tu as évoqué en dernier, hein, sur le sujet effectivement du passeport sanitaire au sens large, hein, plus que vaccinal, comme tu le disais très justement, hein, les deux réalités se recoupent mais ne sont pas exactement identiques. S'agissant de la Belgique, en tout cas, effectivement, le débat est lancé. Alors c'est un débat très sensible politiquement pour ceux qui le suivent, parce qu'il est lié aussi au sujet de conservation des données, exploitation des données, qui a subi quelques soubresauts au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois dans le pays. Donc effectivement, c'est un sujet certainement d'ici juin qui occupera beaucoup les autorités belges en tout cas. Je vais faire un point rapide sur la situation sanitaire en Belgique et plus spécifiquement sur où on en est en termes de vaccination, hein, puisque là aussi les deux sujets sont fortement liés. Alors depuis samedi et depuis la réouverture des terrasses en Belgique, l'optimisme souffle sur le pays. C'est pas lié que à la réouverture des terrasses, même sous la pluie. C'est lié au fait effectivement que concrètement la pression sur les hôpitaux et la pression en termes de nombre de contaminations est en train de diminuer et le lien est clairement établi en effet avec la stratégie vaccinale belge qui a été, pour ceux qui l'ont suivi plus spécifiquement ou ceux qui le suivent depuis un peu plus loin, assez rapidement industrialisé, hein. J'allais dire tout le débat autour des vaccinodromes a eu beaucoup moins lieu, en Belgique puisqu'ils ont été mis en place relativement rapidement. Alors, comme partout, il y a eu, j'allais dire, une mise en œuvre qu'il a fallu un petit peu effectivement, on a appris en marchant, hein. Mais grosso modo, l'objectif des autorités belges est d'avoir 70% de la population vaccinée d'ici la fin de l'été et selon les indications du ministre de la Santé, revenir à une vie, j'allais dire, normale entre guillemets, j'allais dire au tout début de la saison automnale, donc c'est octobre.
En termes de couverture vaccinale, les Belges s'en sortent vraiment très bien puisqu'on a environ plus de 34% de la population des plus de 18 ans qui a été vaccinée. Donc c'est environ 27% si on le rapporte à la population totale. L'ensemble, j'allais dire, du schéma vaccinal à 2 doses, c'est quasiment 9,5% de la population, donc c'est plutôt des scores relativement performants. Sur la partie la plus sensible de la population, les 85 ans et plus, on est à 87% de vaccination. Là aussi, c'est vraiment des chiffres très, très encourageants. Et sur les résidents, là aussi, on est quasiment à 100% de la population vaccinée. En termes de moyenne hebdomadaire de doses injectées, hein, on est à plus de 200 000. Donc vraiment, il y a encore une fois, sur la Belgique, il y a eu une industrialisation du processus qui explique effectivement que les populations les plus fragiles ont été vaccinés et avec un message, j'allais dire, politique fort en termes de stratégie vaccinale qui a été porté par les autorités belges après effectivement voilà, une mise en route qu'il a fallu consolider. Donc ça, c'est pour la Belgique. Je vous laisserai revenir si vous avez des questions sur effectivement plus tard. Sur le Luxembourg, parce que je vois dans les commentaires qu'on s'attarde un petit peu trop sur la situation sanitaire, donc j'essaierai de faire plus court. L'objectif des autorités, c'est que toutes les personnes ayant reçu une invitation à se faire vacciner aient pu être vaccinées là encore d'ici la fin de l'été. En termes de première dose injectée, en termes de population, on est assez proche de ce que tu disais, Claire, sur les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'on est environ à 24% de personnes, j'allais dire, ayant reçu de première dose et ayant le schéma vaccinal complet, on est à 8%, un peu plus de 8% de la population. Voilà. Sur la moyenne hebdomadaire des injections, parce que ça donne une bonne idée, notamment dans le cadre des polémiques qu'on a pu avoir sur les livraisons de vaccins, c'est 9000 doses injectées par jour pour les Luxembourgeois. Voilà sur la situation sanitaire de mon côté. Peut-être je propose qu'on enchaîne directement avec les mesures de soutien puisque effectivement le temps passe et donc on a déjà pris un bon petit bout sur les mesures sanitaires. Donc très brièvement pour les Pays-Bas. Donc évidemment, il a fallu aider les entreprises et le ménage dans le cadre des mesures sanitaires qui ont été mises en place et qui ont limité les possibilités et de circulation et évidemment de développement économique et la fermeture de certains magasins. Donc aux Pays-Bas, c'est à peu près 10% du PIB de mesures qui ont été mises en place, tout confondu. Donc je ne vais pas revenir sur le tableau que vous pourrez consulter après, mais grosso modo, l'effort a été concentré sur le maintien de l'emploi, donc la subvention à l'emploi aux Pays-Bas. Donc c'est ce qui représente l'essentiel des budgets qui ont été dépensés et sur aussi la possibilité de reporter un certain nombre de charges et d'impôts et notamment le régime qui a été mis en place aux Pays-Bas était le plus généreux en termes de champ d'application des taxes visées. Au fur et à mesure que l'année 2020 s'est écoulée, donc le besoin s'est ressenti d'accentuer encore plus l'effort de soutien sur les entreprises des secteurs les plus affectés et c'est notamment ce qui a été fait avec un dispositif qui est assez intéressant, je crois, c'est la mesure de subvention au coût fixe des PME, donc qui permet de compenser notamment les frais qu'ont à subir. Alors je pense au secteur de l'Horeca qui ont dû rester fermés pendant toute la période. Mais aussi, un effort a été fait par les Néerlandais pour essayer de soutenir, les ménages en difficulté. Alors il y a le soutien, aux indépendants qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a fait en France avec le fonds de solidarité et puis il y a aussi un dispositif, un peu plus récent qui est le soutien aux ménages, donc qui permet d'éviter en fait les situations, financières dramatiques, d'endettement et d'impossibilité à payer, ses charges, notamment par exemple les charges de loyer. Alors toutes les mesures, sont prévues jusque, début juillet, enfin fin juin de cette année, à l'exception des prêts en garantie d'État qui sont, eux, maintenus jusqu'à la fin de l'année 2021. Mais le gouvernement actuel, on sait, étudie la possibilité de les prolonger encore peut-être de 3 mois. Donc il n'y a pas de décision prise en la matière, mais on sait que ça fait partie des choses en discussion au sein du Conseil des ministres, d'autant que beaucoup de personnalités économiques dans le pays appellent vraiment à faire attention à ne pas procéder au phasing out trop rapide de ces mesures, mais
on en reviendra, je pense, dans la partie qui parlera de la relance. Et puis, on a eu un appel conjoint, ce qui est assez rare, du patronat et du principal syndicat néerlandais, à en fait aller plus loin encore et à étudier même la possibilité de mettre en place des mesures destinées à prendre en charge les dettes contractées par par les entreprises ou les ménages. Voilà, je te laisse, Aude, parler des mesures mises en place en Belgique et au Luxembourg. Merci Claire. Alors s'agissant de la Belgique, qui est le slide suivant, les mesures de soutien en 2020, si on fait je vais dire un panorama global, ça a concerné environ, le montant total représente 3,3% du PIB. Donc ça a été quand même un soutien à la fois au niveau fédéral et au niveau des régions qui a été mis en place. Alors avec là encore au début de la mise en place un certain nombre d'ajustements à trouver parce qu'il y a eu des effets qu'on peut qualifier d'effets d'aubaine entre le cumul d'un certain nombre de dispositifs, cumul qui ont été, effets d'aubaine qui ont été, lissés au fur et à mesure là aussi que le temps a passé et que l'ensemble des mesures de soutien ont été mises en cohérence entre les différents niveaux, hein, puisque comme vous le savez en Belgique, tout est toujours plus compliqué entre le niveau fédéral et les niveaux régionaux et l'articulation n'est pas toujours évidente à trouver. Je vous laisserai voir plus spécifiquement, on pourra peut-être y revenir ultérieurement sur les différentes mesures de soutien qui ont été mises en place. Grosso modo, il y a eu quand même deux mesures phares qui ont été soulignées comme telles au niveau des autorités. Ça a été le droit passerelle, bien entendu, et le chômage temporaire. Donc là, vous voyez effectivement affiché à l'écran, encore une fois, on pourra y revenir, les montants qui ont été mis en jeu. Les autres dispositifs se sont essentiellement articulés sur un système de garantie publique et sur ce qui a pris le relais un peu des premières mesures de soutien sur les procédures de réorganisation judiciaire qui ont été décidées par les autorités dans le cadre du soutien aux entreprises. Là aussi, les dispositifs ont été reconduits au fur et à mesure que la crise effectivement sanitaire s'est prolongée. Nous avons les mêmes débats qu'aux Pays-Bas, même débats qu'en France également, sur l'accompagnement des mesures de soutien. Donc vous savez qu'en France, il y a des dispositifs à la fois à fin juin, à fin août, qui vont être revus de manière globale en fonction de la réouverture. On est à peu près sur les mêmes timings, d'examen des mesures en Belgique. On y reviendra certainement tout à l'heure au moment où on examinera un petit peu la situation macroéconomique et des finances publiques, mais bien sûr tout ceci est en lien avec la soutenabilité budgétaire qui est particulièrement une question en Belgique de ces types de dispositifs qui n'avaient vocation qu'à être temporaires. Sur le Luxembourg, qui est donc la slide suivante. Dès le début de la crise, il y a eu un soutien très très fort de la part des autorités luxembourgeoises qui a été mis en place, qui représentait environ au global 17,5% du PIB. Donc effectivement, le PIB luxembourgeois n'est pas le PIB belge ou le PIB français, mais enfin ça donne une idée de l'ampleur du soutien qui a été mis en place, de manière, successive par deux paquets. Un premier paquet qui a été un paquet de stabilisation et le second paquet, appelé nouveau départ pour le Luxembourg, qui a pu mettre en place et mettre en cohérence plusieurs types de dispositifs articulés essentiellement sur le chômage partiel, des aides directes aussi, puisqu'il y a eu des aides directes, et de manière plus globale, plus indirecte, enfin avec un effet budgétaire plus indirect, une souplesse accordée en termes de prélèvements obligatoires pour le Luxembourg. Sur les autres effectivement dispositifs, vous les voyez retracés, dans la slide qui vous est présentée. Et là aussi, on pourra y revenir peut-être ultérieurement au moment de la présentation de la situation macroéconomique et budgétaire. Mais c'est vrai que le Luxembourg n'avait pas, les mêmes contraintes en termes de finances publiques du fait de la robustesse de sa trajectoire de finances publiques qu'un pays comme la Belgique. Voilà du côté luxembourgeois. Merci Aude et Claire pour ce parti. Est-ce qu'Anne-Christine, il y a des questions sur la partie sanitaire actuellement? Écoute, il y avait une toute petite question de Vincent Toulotte que je salue d'ailleurs au passage.
qui demandait si voilà, la fameuse quarantaine pour les Pays-Bas, dont a parlé Claire, concernait tous les pays, qu'ils soient européens ou non européens. Oui, bonjour Vincent, j'en profite pour te saluer. Effectivement, la quarantaine, elle est obligatoire pour tous les pays. Enfin, elle est préconisée par le gouvernement pour tous les pays où le Covid circule, bon, avec des listes hein, plus ou moins rouges. Et donc, la quarantaine obligatoire viserait toujours les mêmes pays, mais je l'ai dit, avec pour l'instant en discussion une possibilité de seuil. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil d'incidence, pas de caractère obligatoire de la quarantaine. En dessous, pas de quarantaine obligatoire. Pardon, au-dessus, quarantaine obligatoire. Parfait. Est-ce que j'enchaîne directement avec le point économique? Oui, Claire, bonne idée. Alors, peut-être ce qui caractérise l'économie des Pays-Bas pendant cette crise, finalement, c'est, d'ailleurs tout comme celle du Luxembourg, mais avec des fondamentaux probablement différents, c'est sa bonne résilience. Donc, la contraction du PIB en 2020, elle a été de moins 3,7%. Et en fait, les différentes contributions négatives à cette évolution, en premier lieu, c'est la consommation des ménages, qui a évidemment fortement chuté en conséquence des différentes mesures de restriction, notamment moins 6,4%. Contribution négative également des investissements, qui ont contribué à la chute du PIB à peu près à hauteur de 3,6%, moins 3,6%. Et puis une contribution négative aussi des échanges. Donc le solde commercial a eu une contribution négative. Et peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que c'est plus les échanges de services en fait qui ont affiché des pertes que celles des échanges de biens. Les échanges de biens ont été plutôt résilients aux Pays-Bas, mais ça nous a été confirmé donc, par les autorités du port de Rotterdam. Donc, il y a eu évidemment des perturbations dans les flux maritimes et dans les flux habituels, mais on va dire grosso modo quand même sur l'ensemble de l'année, parce qu'il y a eu des disparités en fonction des mois concernés, les échanges de biens s'en sont plutôt bien sortis avec une contraction de 2%, tandis que sur les services, évidemment qui implique souvent la circulation des personnes, les pertes ont avoisiné les moins 11%. Ce qu'il faut dire aussi, donc, c'est que l'impact budgétaire des mesures que je viens de citer, qui ont été prises pour lutter contre compenser les mesures sanitaires prises par le gouvernement, eh bien finalement a eu un impact budgétaire aux Pays-Bas soutenable. Il faut dire que on partait déjà plutôt d'une situation positive, puisque les Pays-Bas, qui avaient un excédent budgétaire de 1,7%, donc avaient les marges de manœuvre et les moyens budgétaires nécessaires en pré-crise pour mettre en place ces mesures. Au final, le déficit public devrait atteindre moins 4,3% cette année, en 2021, pour afficher donc un maximum de moins 5,9% l'année prochaine. Et dans tous les cas, la dette publique restera inférieure à ce fameux seuil européen symbolique de 60%. Donc avec une début, je crois, de décrue à partir de 2022. Également souligner le retour sous la barre des 3% du PIB pour les Pays-Bas dès l'année 2022. Alors, peut-être que ce qu'il faut rajouter également, c'est que si l'on regarde ce qui se passe au niveau de l'évolution du taux de chômage, donc ça, c'était la slide numéro 2 de la partie éco. Là aussi, quand même, les Pays-Bas affichent une bonne résilience avec un taux de chômage qui a un petit peu augmenté à 3,8% du PIB. Donc ça montre en fait que les mesures mises en place, et notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, l'accent qui a été mis par le gouvernement sur le soutien à l'emploi a très bien fonctionné. Avec quand même un petit bémol, mais on pourra en reparler lorsqu'on parlera de la relance et des fondamentaux pour la reprise. Un petit bémol quand même, qui est que la perte d'emploi a quand même ciblé une certaine catégorie
de population, notamment les contrats flexibles qui sont très nombreux aux Pays-Bas, donc qui ont chuté de moins 11%. Et ce sont souvent des contrats qui touchent en fait l'emploi des jeunes. Et donc, c'est évidemment la catégorie des jeunes qui a le plus souffert de cette crise et qui n'a pas bénéficié des mesures soutien en termes d'emploi qui avaient été mises en place par le gouvernement. On peut également souligner, mais j'y reviendrai après, c'est que ces mesures ont permis de limiter les faillites d'entreprises et comme ça a été observé dans d'autres pays d'ailleurs, elles ont plutôt reculé en fait ce taux de faillite. Donc on a un taux de faillite qui est de moins 16% en 2020 par rapport en 2019. Je passe la parole à Aude et on reparlera après de la situation pour la reprise donc cette année et surtout l'année prochaine. Oui, merci Claire. Alors, je vais commencer par le Luxembourg parce que finalement, le Luxembourg, en termes de, j'allais dire, d'impact, en termes de déficit et de finances publiques sur l'ensemble de la trajectoire, c'est le pays, effectivement, j'allais dire, qui s'en sort le mieux, aussi bien en termes de déficit, puisque le déficit a été vraiment contenu en 2020 à environ 4% du PIB, et surtout quand on voit la trajectoire de la dette, qui est donc la slide suivante sur j'allais dire la trajectoire de la dette, non pas que, voilà, vous la voyez là affichée à l'écran. Comme vous le voyez, c'est quasiment lisse, l'impact des mesures. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, les fondamentaux au Luxembourg étaient effectivement bons, avec une maîtrise de la trajectoire tout à fait remarquable de la dette, et ensuite un effet effectivement des mesures de soutien qui, partant, a eu un impact beaucoup plus limité que sur un pays comme la Belgique, et on va pouvoir y revenir, qui ne se retrouvait pas du tout, j'allais dire, dans la même situation. Comparativement, la Belgique, en fait, pour vous faire une comparaison un petit peu rapide, parce que ce ne sont pas les mêmes économies, mais aussi bien en termes de déficit qu'en termes de dette, on reste encore d'ailleurs sur des trajectoires, sur des montants, j'allais dire, encore une fois, toutes choses étant égales par ailleurs, qui sont assez comparables à celui de la France. Donc avec une situation de dette beaucoup plus, j'allais dire, complexe à appréhender, puisque étant déjà, voilà, avec une complexité supplémentaire, et cette complexité étant rendue, j'allais dire, encore plus difficile par le fait qu'en Belgique, la trajectoire de finances publiques, c'est deux entités en réalité qu'il faut coordonner. C'est à la fois le niveau fédéral qui a la maîtrise sur une partie de ces finances publiques, et le niveau régional. Donc, ajoutez à cela le fait que les trajectoires de finances publiques doivent s'articuler sur deux entités différentes, que les mesures de soutien, donc leur impact, doivent aussi être prises en compte sur ces deux sphères publiques qui sont parfois assez complexes à articuler, et qui peuvent être d'ailleurs différentes d'une région à l'autre. Donc ça rend, j'allais dire, les perspectives de trajectoire assez complexes à appréhender. Alors j'allais dire, la bonne nouvelle pour les Belges, c'est que jusqu'à présent, l'ensemble des perspectives macroéconomiques, y compris les perspectives qui ont, j'allais dire, servi à établir le projet de budget et le programme de stabilité de la Belgique, ont systématiquement été réévaluées de manière positive. C'est-à-dire que, grosso modo, pour le résumer ainsi, les Belges n'ont pas fait du tout preuve d'optimisme quand ils ont élaboré leurs prévisions économiques. Et à chaque fois, ils ont été, j'allais dire, beaucoup plus pessimistes que ce qui s'est, j'allais dire, produit par la suite. Donc, c'est plutôt, j'allais dire, un signe de robustesse de la manière dont ils ont établi à la fois leur budget et leur programme de stabilité. Ça n'empêche néanmoins que la trajectoire, elle est ce qu'elle est, que là aussi, l'ensemble des mesures de soutien, la manière dont les mesures de soutien vont être progressivement levées vont avoir bien entendu un impact sur les finances publiques in fine, et que, contrairement aux Pays-Bas, dans leur programme de stabilité qui a été remis à la Commission il y a une dizaine de jours maintenant, sur lesquels les ministres à la fois de l'économie et des finances ont tenu une conférence de presse, il n'y a pas d'horizon
dans ce programme de stabilité, indiqué, écrit noir sur blanc sur le fait de passer sous la barre des 3% de déficit. Donc c'est un objectif de la part des Belges. Au niveau, j'allais dire, des autorités en charge, et notamment au niveau de la secrétaire d'État au budget, il y a clairement une réflexion pour inscrire quelque chose en dur sur une perspective de pluriannualité des finances publiques, a priori sur 5 ans, qui permettrait effectivement de pouvoir prévoir et de pouvoir encadrer la dépense comme ce que nous avons particulièrement en France. Mais voilà, jusqu'à présent, effectivement, cet horizon des 3% de déficit, en tout cas, n'a pas été indiqué dans le marbre par les autorités. Voilà ce qu'il en est de mon côté pour le Luxembourg et la Belgique. Alors, si on regarde maintenant un petit peu comment on se place par rapport à la sortie de crise et aux perspectives de relance. Alors, aux Pays-Bas, évidemment, les perspectives de croissance, je dirais, sont peut-être un peu moins élevées. Donc, on a des prévisions à plus 2,2%, puis 3,5% en 2022, mais qui sont liées aussi au fait que le rebond est moins important puisqu'il y a eu plus de résilience sur l'année 2020 dans ce pays-là. Donc, si on regarde un peu quels sont les facteurs qui vont contribuer à la croissance ou au contraire aux incertitudes par rapport à cette reprise, en fait, si on schématise, on a grosso modo ce qui va dépendre des mesures de soutien. Donc, en gros, combien de temps elle reste en place et surtout comment on en sort. Donc est-ce qu'il y a une dégressivité dans ces mesures ou est-ce qu'elles sont supprimées de but en blanc à une date spécifique? Donc ça, sont des scénarios qui vont compter pour la reprise. Ce que je comprends, c'est que le gouvernement devrait faire des annonces à peu près sur sa stratégie de phasing out des mesures de soutien d'ici au 20 mai. Il ne faut pas exclure non plus qu'il y ait une stratégie qui soit variable en fonction de si on parle du soutien à l'emploi ou du soutien aux secteurs les plus affectés avec une combinaison des deux. Par exemple, je sais qu'il y a des travaux qui existent en ce moment à l'OCDE pour regarder si on ne devrait pas maintenir des mesures d'aide à l'emploi pour les secteurs les plus affectés. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas décidées, qui sont toujours en discussion, mais qui sont évidemment un facteur très important pour la capacité de rebond et la reprise et la dynamique qui sera créée dans le pays. Un des deuxièmes facteurs de reprise, c'est la situation des entreprises, où on en est. Donc, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la fonction stabilisatrice des mesures de soutien est toujours en place et donc on a un nombre de faillites qui est extrêmement bas. Cependant, ça cache quand même un nombre de cessations d'entreprises qui a fort augmenté, donc on le voit sur le slide, donc de plus 26%, et qui touche en particulier donc la catégorie aux Pays-Bas qui s'appelle les ZZP, qui sont en fait des indépendants, des entreprises avec une seule personne employée, grosso modo, si je schématise. Donc ça, c'est quand même un nombre important, je crois, qu'il convient de souligner, et d'autant que finalement cette destruction l'année dernière, avec des disparités évidemment, puisque par exemple, on sait que dans le domaine de ce qui est des startups, au contraire, la dynamique de création d'entreprises a été plutôt relativement maintenue, même pendant la crise. Donc en fait, tout ça nous dit quoi? Eh bien, tout ça nous dit qu'il y a eu quand même une incertitude qui va être liée enfin, on sait qu'à la fin des mesures de soutien, donc cette fonction stabilisatrice pour les entreprises, on va avoir probablement un pic de faillite important. Et donc, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand va intervenir ce pic et avec quelle ampleur il va intervenir. Donc il y a des prévisions diverses. Par exemple, Atradus, qui est l'assureur crédit néerlandais, donc lui s'attend plutôt à une forte hausse des faillites. Donc on parle de plus 44% dès 2021, alors que la banque ABN AMRO, elle tape sur un pic plus tardif de faillite qui interviendrait, selon la banque, plutôt au printemps 2022. De la même façon, un élément qu'il faut regarder, c'est aussi dans quelle situation
ces entreprises arrivent en sortie de crise et notamment probablement avec des problèmes d'endettement et de solvabilité. Donc là aussi, il y a des discussions aux Pays-Bas pour voir comment on traite cette question de l'endettement des ménages et des entreprises. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense qu'il y aura des mesures qui vont être prises en la matière, donc il faudra voir quelle est la nature de ces mesures et comment elles jouent effectivement sur ce facteur qui est la situation des entreprises en sortie de crise. Un autre facteur, c'est aussi la situation des ménages. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la consommation des ménages est un élément important dans la croissance du PIB néerlandais, mais c'est aussi un de ses plus gros facteurs de volatilité. Alors, comme partout ailleurs en Europe, les ménages néerlandais ont épargné pendant la crise. Donc, on est quand même à un excédent d'épargne cumulé alors je lis de plus de 30 milliards entre mars 2020 et mars 2021. Mais je crois que si on ramène ça à l'année 2020, ça doit être quelque chose comme 42 milliards. Alors, évidemment, ce sont les ménages les plus aisés qui ont le plus épargné. Donc, il faudra voir un peu plus finement comment se répartit cette épargne qui est probablement répartie de façon inégale entre les ménages néerlandais. Et puis surtout, comment est consommée cette épargne en sortie de crise, puisqu'on sait que cette épargne n'a pas été utilisée pour rembourser les crédits hypothécaires qui sont élevés aux Pays-Bas. Donc, il faudra voir comment on l'utilise et peut-être quels sont les stimulus que voudra créer le gouvernement néerlandais pour inciter les ménages néerlandais à consommer. Un autre facteur sur les ménages, c'est le taux de chômage, parce que si aujourd'hui on reste à un taux de chômage qui est relativement maîtrisé, comme je le disais tout à l'heure, on voit que les mesures de soutien ont créé des inégalités et qu'il y a quand même un certain nombre une grande partie des contrats flexibles qui ont été touchés. Et lorsqu'on va sortir des mesures de soutien, eh bien, il faudra voir si on reste toujours dans cette variable d'ajustement qui sont les contrats flexibles, ou si au contraire, à la faveur justement de l'augmentation des faillites d'entreprises, on commence à grignoter sur la partie des emplois fixes. Et là, donc, on aura probablement un aspect négatif. Il y aura un aspect négatif à la reprise si c'est ce qui se produit en fin d'année, en début d'année prochaine. Enfin, également, un élément important, c'est quelles sont les mesures de relance qui sont mises par les gouvernements, quels sont les stimulus qui sont mis en place pour les entreprises ou pour les ménages. Et donc là, aux Pays-Bas, on est dans une situation particulière puisque le 17 mars ont eu lieu des élections législatives, qui font en fait que le gouvernement de Rutte 3 doit être renouvelé. Et pour ceux qui ont suivi, il y a eu un certain nombre de rebondissements politiques qui font que encore cette année, eh bien, on présage de négociations d'un accord de coalition extrêmement long. Et en fait, ça a des conséquences importantes sur la politique de relance, puisque les Pays-Bas ne sont toujours pas dotés d'un programme de relance à proprement parler, et notamment de ce fameux plan national de réforme et de résilience. Donc, vous savez, c'est ce programme de réforme et d'investissement qui doit être présenté à Bruxelles pour pouvoir bénéficier de la part qui revient aux États membres, de la part de subvention de la facilité de relance et de résilience. Donc, pour les Pays-Bas, c'est 6 milliards d'euros qui reviennent. Et donc, à ce stade, ce programme de réforme n'a pas été envoyé à Bruxelles. La date limite était le 30 avril, et il a été en fait décidé que l'opportunité de décider les réformes qui devraient être mises en place pour la relance devait être laissée au prochain gouvernement. On pensait au début des négociations que peut-être il y allait avoir une espèce de consensus national pour dire qu'il fallait d'abord en priorité se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures de relance et de laisser ensuite à l'accord de coalition les autres sujets. C'est ce que prônaient d'ailleurs Mark Rutte et un certain nombre de personnalités économiques influentes, mais finalement, ça n'a pas été retenu. Et on voit que dans le rapport, je crois que c'était soumis le 30 avril je ne sais plus si c'était le 30 avril ou début mai du deuxième informateur de M. Tolik, que finalement, ce n'était pas la direction qui avait été choisie, et qu'il prônait un accord des différents partis politiques sur les grandes lignes d'un accord de coalition, donc en ne distinguant pas
ce qui devait faire l'objet de la relance. Voilà. Même si évidemment la gestion de la crise sanitaire devait faire l'objet d'un accord au niveau politique. Alors, toutefois, il y a quand même, le gouvernement a quand même lancé, ils avaient annoncé ça en 2019, puis reconfirmé en fin d'année 2020, donc un fonds de croissance nationale, donc doté de 20 milliards d'euros sur une période de 5 ans, donc comprise entre 2021 et 2026. Je vois qu'il y a une erreur sur la slide. Et donc, les premiers projets destinés à être financés sur l'année 2021 ont été annoncés. Donc, il y a à la fois des projets qui concernent de l'innovation, des infrastructures et également l'éducation. Ce qui me permet aussi d'ajouter un élément sur l'éducation. Donc, il y a, comme ailleurs dans les autres pays, un constat que les élèves ont pris du retard, en fait, du fait de la fermeture des écoles. Et il y a une volonté aux Pays-Bas de mettre l'accent sur les jeunes, sur l'éducation pour essayer de combler ces retards. Et le gouvernement a annoncé récemment 8,5 milliards aussi destinés au secteur de l'éducation. Donc ça, c'est sur 2 ans et demi, donc moitié 2021, 2022 et 2023. Et c'est aussi un élément, je crois, important pour les fondamentaux. Si on veut regarder les fondamentaux néerlandais, en faveur de la perspective de relance. Voilà, j'ai probablement oublié des choses, mais de toute façon, vous pourrez poser vos questions. Donc, je passe la parole à Aude. Merci beaucoup Claire. Alors je vais essayer de tenir en 2 minutes pour laisser notre troisième invité surprise, comme ça a été dit au début de l'intervention, voilà, nous présenter sa vision du Benelux. Alors, je n'irai donc pas dans le détail de toutes les mesures en tant que telles de soutien, ménages, entreprises, etc., aussi bien pour la Belgique, pour Luxembourg. Elles sont indiquées dans les slides et on pourra y revenir ultérieurement. Juste rapidement, il y a à peu près les mêmes débats qu'aux Pays-Bas, notamment sur la question de l'utilisation de la surépargne, comment être incitatif. Ça, c'est des sujets effectivement qui, j'allais dire, qui irriguent l'ensemble des pays au sein de l'Union européenne. Alors, s'agissant de la Belgique, alors la Belgique a déposé son plan national de relance, de résilience et de relance, après plusieurs échanges avec la Commission. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5 grands axes qui ont été dégagés en cohérence entre le niveau fédéral et régional pour les investissements dans des dépenses dites d'avenir, puisque vous savez que la Belgique faisait par ailleurs face à un problème d'investissement, de taux d'investissement depuis plusieurs années, qui avait été réglé en partie par le gouvernement Michel, mais bon, voilà, qui devait monter en puissance. Ces 5 grands axes, il y en a 2, sur ces 5 grands axes, 2 se dégagent beaucoup plus clairement. Le climat, d'une part, puisque c'est environ 51% des dépenses fléchées relance, et le numérique. C'est 25%, sachant que la Belgique, effectivement, investit beaucoup dans ce secteur. Les 3 autres axes qui ont été retenus, c'est les axes mobilité, notamment dans le cadre de tout ce qui est mobilité durable, donc en lien avec, je veux dire, le verdissement de l'économie. Le social et le vivre ensemble, c'est donc tous les sujets d'investissement dans à la fois les hôpitaux, les écoles, etc., tous les débats que vous voyez probablement. Et le dernier axe, c'est économie du futur et productivité. Donc, comme vous le savez certainement, notamment au niveau Wallonie-Flandre, il y a de grands projets, enfin de grandes structures qui ont été lancées sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Et donc, j'allais dire, les dépenses liées à ce type d'investissement apparaissent sous cet onglet. Les 4 chantiers qui va être un petit peu plus compliqués dans le cadre de j'allais dire à la fois de la stratégie économique des Belges dans la stratégie de sortie de crise, c'est ceux qu'on connaît, c'est-à-dire le sujet des pensions, tout ce qui est réforme structurelle, qui reste toujours compliqué, notamment dans un cadre post-crise au niveau à la fois économique et social. Le sujet fiscalité, puisque comme vous le savez, la coalition gouvernementale l'inscrit dans son accord de gouvernement, mais les contours de la réforme fiscale en question, c'est quand même un arbitrage complexe à trouver au-delà de la réorganisation administrative de la fiscalité. Et les 2 autres grands sujets, ça reste le marché du travail, avec à peu près les mêmes sujets qu'on peut connaître dans d'autres pays proches de nous, que sont la question de la dualité du marché du travail et la simplification administrative, qui là aussi est souvent une recommandation faite à un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. S'agissant du Luxembourg, comme il a moins souffert, il avait droit à moins, j'allais dire, d'argent de la part de l'Union européenne dans le cadre de la relance concernant
concertée au niveau Union européenne. L'ensemble des fonds fléchés relance, c'est un petit peu plus de 183 millions d'euros. Et les 3 axes qui ont été développés par les luxembourgeois, ce sont la cohésion sociale. Dans l'onglet cohésion sociale, on retrouve toujours les sujets qu'on entend relativement souvent au Luxembourg, et Xavier, dont je vois qu'il est participant, ne me contredira pas. Ce sont le logement, qui était déjà traité dans le cadre d'un plan Pacte Logement 2.0. Donc, de toute façon, ce sujet-là est intégré en tant que tel dans le plan de relance des Luxembourgeois. La question de l'adaptation du système de soins et de santé en lien avec les questions de démographie et de vieillissement. Donc ça, c'est sur l'onglet cohésion sociale. Et les 2 autres axes qu'ont retenu les Luxembourgeois en termes de stratégie de relance et de perspective de sortie de crise, ce sont la transition écologique, donc en lien avec les sujets d'économie verte et de verdissement d'un certain nombre de dispositifs, et la numérisation. Voilà ce qu'il en est pour Luxembourg. Merci beaucoup. Je propose peut-être de passer la parole tout de suite à Alain pour qu'il nous explique un petit peu quels sont les projets de l'Union Benelux dans la sphère économique. Oui, donc j'ai arrêté le partage d'écran. Monsieur de Musère, est-ce que je peux vous laisser la parole? Vous êtes encore sur mute, monsieur. Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Donc, ravi d'être avec vous et ravi d'être votre cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Et je pense qu'il est en effet important, disons, de relier l'instantané qui est actuel et que vous avez très très bien expliqué avec un peu l'avenir de ce que nous voulons faire au Benelux. Et je vais limiter à quelques points parce que je pense qu'en effet, il est plutôt tard déjà. Je pense que le Benelux, c'est beaucoup plus qu'une coopération économique. Depuis 75 ans, nous avons intégré la durabilité dans nos réflexions, de même que toutes les questions de sécurité au sens large, qui englobent tout un tas de coopérations policières, lutte contre les fraudes, etc. Ceci avec 2 objectifs majeurs. C'est 1, de soutenir l'intégration européenne, et de 2, de résoudre les problèmes transfrontaliers. Parce que naturellement que nous sommes une région économique plutôt bien intégrée, et je pense que ça a été un peu démontré dernièrement avec des différences, mais je pense que le but principal de ce que nous voulons faire, c'est de dire qu'il faut neutraliser les effets négatifs, pernicieux des frontières, parce que nous savons que ces frontières et ces barrières existent toujours, et elles continueront à exister. La pandémie, je pense, nous l'a rappelé assez brutalement. Je pense que vous avez parlé des plans de relance. Je n'irai pas m'approfondir là-dessus. Notre rôle, c'est justement de regarder qu'il y ait une cohérence dans ces plans de relance, et donc de faire, et reprenez-le chaque fois, à ce que dans le domaine transfrontalier, il n'y ait pas de ce type d'incohérence qui feront qu'un pays fera autre chose que l'autre, et que ça sera trop marqué notamment dans le cadre de la mobilité des uns et des autres. Ce que nous faisons, et c'est, je pense, ce que vous aimeriez connaître, c'est les projets transfrontaliers que nous voulons mettre en œuvre ou que nous mettons déjà en œuvre. Il y en a tellement que je me limiterai à 6 secteurs clés. 1, la numérisation, et notamment avec le déploiement de la 5G, l'intelligence artificielle également. 2, la mobilité durable, avec des projets dans le contexte de je pense qu'en français, ça s'appelle mobilité comme un service, donc la mobilité as a service. 3, le secteur des transports et de la logistique, que j'associerai au secteur de l'énergie, qui serait mon 4e secteur, notamment pour faire du Benelux un promoteur des carburants alternatifs et être un moteur dans le domaine de l'économie pauvre en carbone. Il y a notamment là-dedans le soutien à la recherche et à la production d'hydrogène vert et le stockage et l'électricité. Nous avons mis en place un réseau d'expertise énergétique Benelux qui planche sur ces questions. Nous sommes également en train de faire un soutien au déploiement d'une infrastructure de l'hydrogène. Nous faisons également office, disons, de lieux d'enregistrement des points de recharge électrique au sein du Benelux pour en garantir la cohérence. Tout cela, disons, dans ce contexte transport, logistique, énergie. Mais il y a naturellement également beaucoup plus. 2 autres derniers petits sujets, enfin grands sujets, seraient le commerce de détail pour éliminer les restrictions territoriales de l'offre
Et le sixième est un énorme domaine qui s'appelle l'économie circulaire, mais je le limiterai à 2 points qui sont la réparabilité des produits et la gestion intelligente des déchets. J'ai essayé de faire un tour très très rapide, mais pour l'ensemble de ces projets actuels et futurs, nous avons naturellement pas mal d'idées et nos pays nous en donnent pas mal. J'en ai un que j'aimerais éventuellement vous souligner, qui est celui que l'année prochaine, nous essayerons de mettre en place un réseau entre nos 3 capitales des startups innovantes. Et comme j'ai entendu parler le mot tout à l'heure justement de start-up, j'ai trouvé que ça pourrait éventuellement vous intéresser parce que naturellement, nous plaçons l'innovation au centre de ce que le Benelux devrait être. Il y a aussi, d'autre part, la reconnaissance des qualifications professionnelles parce que nous jugeons qu'il est tellement important au-delà des frontières que des professionnels puissent aller d'une place à l'autre sans avoir les restrictions de devoir à chaque fois remontrer toutes leurs qualifications professionnelles. Un dernier point, si vous me permettez, je regarde, j'ai encore dans 1 minute encore, c'est celui que nous avons, dans nos structures, nous avons une présidence tournante. Cette présidence tournante, cette année, c'est la Belgique, l'année prochaine, le Luxembourg, et naturellement après, les Pays-Bas. Ce qui est intéressant dans cette présidence tournante, c'est qu'il fixe des priorités. Et naturellement, nous les soutenons pour les fixer. Et je me suis dit que dans le cadre de la préparation de ces présidences, naturellement qu'il est toujours intéressant d'avoir de nouvelles pistes. Et c'est là-dedans où je vous lancerai un petit appel à vous dire, je suis à votre écoute, je resterai à votre écoute pour pouvoir éventuellement me donner de bonnes idées. Parce que le secrétariat Benelux, c'est quoi? Ou plutôt, je regardais son rôle. Nous avons un rôle de coordinateur, un rôle d'impulsion, un rôle de facilitateur, mais aussi celui d'aller au-delà des frontières du Benelux simple, que j'ai qualifié un jour en disant que le Benelux n'est pas qu'un Benelux introverti qui ne regarde que son nombril, mais nous sommes un Benelux extroverti qui coopère et collabore activement avec ses voisins, et la France m'a toujours été très à cœur de collaborer avec vous. Voilà, vous permettrez, et je pense que j'ai réussi à mon tour de force à vous présenter le Benelux. Vous trouverez tout le reste sur notre site. Et je reste naturellement toujours et également, comme j'ai dit, à votre écoute pour vous donner plus d'informations. Merci beaucoup, Monsieur de Muser. Il reste en effet 1 minute. Si on respecte vraiment l'horaire de midi à 1h, est-ce qu'il y a des questions encore? Je pense qu'il y a une question qui apparaît. Personnellement, Sylvie, je peux rester un peu plus, hein, si certains ne sont pas contraints par l'heure et veulent poser des questions. Pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai une question intéressante. Je pense que ce serait pour Monsieur de Muser. Est-ce que le Benelux n'est-il pas une entité artificielle vu les nombreuses différences culturelles? Je répondrai justement à cause de nos différences culturelles, nous ne sommes pas artificiels parce que nous arrivons à combiner, et je l'ai souvent dit, cet esprit un peu calviniste néerlandais avec l'esprit latin bourguignon, luxembourgo-wallon. Non, je pense qu'au-delà, je pense qu'en effet, la question est très importante, mais nous avons aussi fait, avec un nouveau traité, nous avons relancé nos activités, et c'est pour ça que j'ai souligné, nous nous plaçons tellement dans l'Europe et essayer de voir que dans l'Europe, nous reprenions des projets pour les amener plus rapidement à maturité, et c'est pour ça que j'estime que nous ne sommes pas artificiels. Merci. J'ai une autre question. Donc, en effet, ceux et celles qui ont encore le temps, on peut rester. Monsieur de Muser, vous avez aussi le temps encore? Oui, il est 1h. Donc, on continue. On a quand même une autre question. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de gestion intelligente des déchets? Oui. Vous savez probablement qu'il y a dans différentes directions. Il y a entre les 3 pays, Luxembourg est très en avance, notamment sur la gestion spécifique des déchets. Mais nous avons mis en place, pour aller encore plus loin, nous avons mis en place, disons, des décisions Benelux sur la gestion du papier, la gestion des matériaux de construction et d'autres, justement pour forcer nos pays à aller dans cette direction. Je ne veux pas être trop long ici, mais je suis très ouvert à vous envoyer beaucoup plus et respectivement de vous encourager à les regarder sur notre site
tout ce que nous faisons dans ce contexte-là. J'ai une autre question qui prouve que vous avez l'intérêt de notre audience, parce qu'ils voudraient bien avoir votre adresse du site. Donc peut-être c'est possible de le mettre dans le chat aussi, et sinon nous on l'ajoute aussi sur notre site internet si on remet le replay naturellement du webinaire. Mais ça c'est plutôt bon signe. Non, il est extrêmement simple, c'est le www.benelux.int. Oh oui, voilà. Noémie l'a mis déjà dans le chat, donc c'est parfait. Voilà, justement, je vois que Noémie était plus rapide que moi. Voilà. Mais j'étais en train de parler en même temps. Donc, comme ça, en effet, vous pouvez visiter le site. Est-ce qu'on a... Je suis conscient qu'en effet, à dire en 5 minutes, je pense que nous sommes maintenant à quelque chose comme 60 projets conjoints que nous faisons, est très, très compliqué et très, très difficile. Mais mon offre a toujours été de dire, nous sommes toujours ouverts à chacun qui pose la question, qui veuille me contacter, d'aller plus loin dans un domaine spécifique. Et notamment avec notre staff j'ai une 50aine de personnes qui travaillent au Benelux, et chacun est beaucoup plus spécialiste dans la matière, naturellement, qui est la sienne. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à un de 3 intervenants d'aujourd'hui? Mais sinon, je vais tout d'abord remercier les 3 intervenants, donc Claire Monet, Aude Robin-Mitrevski et Alain de Muser. Merci beaucoup d'avoir donc accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience et connaissances avec nous. Et je voudrais remercier l'audience aussi d'être avec nous aujourd'hui et je vous souhaite un très bel après-midi. Et on aura le replay sur les différents sites des CCI. Donc, vous pouvez toujours le réécouter et partager. Donc, merci beaucoup et bel après-midi.